Ah, mais Ah bah un oui, avocat est intarissable de toute façon, donc bah voilà, je vous entends. Thomas, tu veux mettre le retour un peu plus fort, ça serait formidable. Voilà, cher maître, comment allez-vous? Ça fait un petit moment, hein? oui, oui, tout à fait. Mais, nous avons tous les 2 eu un mois très chargé, donc je Mais, prenais mon mal en patience et j'avais de quoi m'occuper. mais est-ce que vous avez gagné à la fin? Bah, comme toujours, oui, comme je le disais la dernière fois, je ne sais pas comment font mes adversaires pour supporter de perdre autant. Moi, je n'y arriverai pas. Non, non, c'est pour ça que j'ai accéléré d'ailleurs la première partie de l'émission, vous avez vu, parce que je Oui, vous je avez tenu en craignais un 1 heure, duel. bravo. Ah ouais, non, non, c'est une première, hein. C'est C'est que donc pour vous. possible. C'est donc possible, c'est donc possible. Voilà, j'ai même réussi à mettre mon casque après 5 6 essais différents. Tout va bien. Quand on a communiqué ensemble ces dernières semaines pour essayer de coordonner cette émission, voilà, le casque va fonctionner. Je vous ai demandé quels étaient les sujets qui vous inspiraient. Il y en a beaucoup dans l'actualité en ce moment. On pourrait faire presque, en ce moment je dis, on pourrait faire des maintenant et des chutes au quotidien. On pourrait presque faire des sentinelles au quotidien d'ailleurs. Et bon, on a tous les deux d'autres d'activités, encore heureux d'ailleurs. Et vous m'avez On n'a dit, pas non, non, encore moi été je viré veux... par Trump. Exactement. Vous m'avez dit non, je voudrais parler de deux sujets en fait qu'on a rassemblés sous cette bannière qui est celle donc de se poser de la question de savoir si les étrangers ont des droits en France, mais de manière générale, vous m'avez dit que vous vouliez revenir sur ce que le magazine Frontières. On va Mm. détailler ça, j'ai même une vidéo à vous montrer. Le magazine Frontières avait raconté dernièrement sur les avocats qui se feraient beaucoup de petites pépettes, hein, beaucoup d'argent en défendant les étrangers qui sont expulsés dans le cadre des OQTF. Et puis, vous m'avez dit en deuxième partie, j'aimerais revenir aussi sur ce qui s'est passé avec l'expulsion qui a tourné au fiasco, hein, on peut dire Ouais. ça comme ça, voire à la leçon de cet influenceur, entre guillemets. Apparemment, j'ai vu, il faut lire entre guillemets, donc cet influenceur algérien sur TikTok, Doualem, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas Doualem, qui a été renvoyé vers l'Algérie. L'Algérie l'a renvoyé vers la France et puis il vient d'être libéré. En gros, c'est ça, donc on en parlera en deuxième partie d'émission. Et donc, pour lancer le premier sujet, on va parler donc de Frontières et qui est c'est un nouveau nom, un nouvel habillage pour un torchon. Il n'y a pas d'autre mot. Techniquement, ça s'appelle un torchon, c'est ça? N'insultez pas les torchons, s'il vous plaît. Ils sont utiles, eux. Voilà. Donc, qui vient de lancer une nouvelle formule et a sorti son numéro un hors série, justement, sur ceux qui profitent des étrangers illégaux en France et parmi leurs cibles, les avocats, aux surprises. Et ils étaient sur Sud Radio, aux surprises, deuxième fois. Il était un des, on peut pas dire journaliste, un des rédacteurs de Frontières était sur Sud Radio pour expliquer comment les avocats gagnaient plein d'argent sur tout ça. On va l'écouter, c'est court, je vous rassure, ça dure 1 minute parce qu'au-delà de ça, on peut pas plus, mais on y va. On a recensé tous les cabinets d'avocats les plus actifs en fait pendant les mois d'octobre et novembre, ceux qui font le plus de recours lors de justement des titres de séjour et au QTF. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types d'avocats qui se dégagent. Par exemple, le cabinet d'avocats qui a fait le plus de recours, qui en a fait 135 sur 2 mois. Et lui, ce sont des avocats qui ne sont pas forcément des militants, mais l'aide juridictionnelle qui aujourd'hui est attribuée lorsqu'on défend un migrant par décision du Conseil constitutionnel
constitutionnel il y a le mois de mai dernier, ces avocats-là, c'est devenu un business très lucratif. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on conteste... Alors combien justement? Dites-moi les chiffres. Eh bien, lorsque par exemple il y a une OQTF et un titre de séjour, en fait il y a plusieurs décisions pour faire des recours. Il y a le titre de séjour, l'OQTF en elle-même, l'endroit où on renvoie la personne, le délai et l'IRTF. Et tout ça, on a calculé, ça fait au moins 5 200 € si jamais on va en appel. Voilà, les coupables, invasion migratoire, les coupables, les avocats. Alors, c'est quoi cette histoire? On gagne de l'argent sur le dos des OQTF, c'est quoi? Alors, racontez-nous. Je vous laisse la parole, je vous sens bouillir. Donc, c'est bien. D'ailleurs, pour bien nettoyer des torchons, il faut de l'eau bouillante. Donc, voilà, c'est à vous, cher maître. Oui, oui, non, c'est incroyable. Enfin, c'est même plus de la malfaçon journalistique. De temps en temps, je peste contre des articles qui sont mal faits parce qu'on sent que le journaliste n'est pas allé au fond. Mais là, il est même pas allé en surface. Enfin, c'est incroyable la quantité d'erreurs qu'il peut y avoir dedans. Mais avant, il faut déblayer le terrain. Il faut un peu comprendre de quoi on parle. Et on parle de droits des étrangers. Et je vous préviens, je m'excuse auprès des sentinelles qui étaient déjà là à l'émission précédente. L'émission précédente était assez déprimante. Je crains de ne pas améliorer l'ambiance avec cette description du droit des étrangers. Parce que vous allez voir, c'est un long travail de ça. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on la prépare. Et ceux qui en sont responsables feignent aujourd'hui la surprise. Le droit des étrangers, en fait, c'est quelque chose d'assez récent. Tel qu'il a pris sa forme aujourd'hui. D'abord, il faut bien garder une chose à l'esprit. Avant 1914, le passeport n'existait pas. Voilà. Donc, ce qui nous paraît évident et de toute éternité qu'on présente ses papiers en arrivant à une frontière, ça a à peine un siècle et ça a été instauré à cause du conflit généralisé européen. Il fallait surveiller la circulation des espions. Et comme toujours, on trouve une excellente idée pour introduire une réglementation, une restriction des libertés à l'encadrement et on ne trouve aucune bonne raison pour établir la situation précédente qu'il y avait avant. Ça ne veut pas dire qu'avant 1914, c'était un paradis de liberté de circulation. D'abord, il y avait un principal obstacle, c'était que c'était extrêmement coûteux. Mais surtout, les passeports existaient déjà. Sauf que c'était des passeports pour circuler à l'intérieur de la France. Figurez-vous que tout au long du 19e siècle, la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, qui nous paraît une évidence de toute éternité, elle n'existait pas. Si vous vouliez circuler, il fallait un document qui s'appelle le passeport intérieur, qui existe encore aujourd'hui dans des pays comme la Russie et la Chine. En Russie et en Chine, vous ne pouvez pas aller de Saint-Pétersbourg à Vladivostok parce que vous avez envie de regarder le paysage. Il vous faut un passeport, il vous faut des visas, il faut des autorisations, tout ça est encadré. Ça existait aussi en France, notamment pour deux catégories professionnelles, les ouvriers et les domestiques. Les ouvriers avaient un livret qui s'appelle le livret ouvrier, qui a été supprimé en 1890, mais les domestiques aussi. Ça veut dire qu'un ouvrier ne pouvait pas circuler et surtout ne pouvait pas solliciter un nouvel emploi dans une nouvelle fabrique s'il ne présentait pas son livret ouvrier qui était signé par son précédent employeur qui disait oui, je le libère de toute obligation, il a fini son contrat avec moi, il n'y a pas de problème. De même pour les domestiques, il fallait avoir des recommandations et si votre ancien employeur ne vous le faisait pas, vous ne trouviez pas de nouvel emploi. Donc vous imaginez un peu la précarité et ça c'était pour pouvoir circuler en France. Vous verrez, vous chercherez un très joli poème de Victor Hugo qui je crois s'appelle Le Mot, mais je vous donnerai les références exactes. Vous verrez, il parle d'une rumeur en fait qui circule et à un moment qui parle de passeport. C'est ça, c'est le passeport intérieur. Donc aujourd'hui, c'est bon, en France, on peut aller de Brest à Strasbourg et de Dunkerque à Perpignan sans demander la permission de personne, mais c'est quelque chose qui historiquement est assez nouveau. Et alors qu'on demandait ces documents aux étrangers, c'est aussi historiquement assez nouveau. Aujourd'hui, pour entrer en France, un étranger, alors par étranger, j'entends extérieur à l'Union européenne. L'Union européenne a créé une nouvelle catégorie d'étrangers qui ne sont pas vraiment étrangers sans être vraiment des nationaux, mais c'est vraiment une catégorie intermédiaire et parce que nous bénéficions des mêmes droits dans les pays de l'Union européenne. Donc, étrangers hors Union européenne. Pour entrer en France, il doit en principe avoir un visa. Un visa, c'est une autorisation provisoire de séjour de franchir la frontière et de rester en France. Ça peut être valable pour une entrée ou pour des entrées multiples. Le visa ordinaire, le visa court séjour, c'est 3 mois maximum.
Ensuite, il y a des visas long séjour. Alors, les visas court séjour, c'est les visas Schengen, hein. C'est réglementé au niveau européen et c'est valable dans toute l'Union européenne. Les visas long séjour, c'est des visas qui permettent de rester entre plus de 3 mois et jusqu'à 1 an. Ça, c'est délivré uniquement par la France. Ils ne sont valables que pour la France et c'est les visas, on pourrait dire, d'immigration. Ce sont des étrangers qui viennent en France avec vocation d'y rester, en tout cas, au-delà d'1 an. Et eux, dans ce cas, ils doivent basculer sur ce qu'on appelle un titre de séjour. Un titre de séjour, c'est une carte qui veut dire que, délivrée par la préfecture, l'étranger a le droit de résider en France. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il a le droit de résider en France qu'il a le droit de travailler en France. Ouais. Certaines cartes de séjour, la plupart en fait des cartes de séjour ne donnent pas le droit de travailler ou alors restreignent strictement les activités professionnelles et le lieu où elles peuvent avoir. Ouais, c'est comme les visas aux Rare sont- États-Unis, c'est la même chose. Il faut avoir un visa Voilà. universitaire, par exemple, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Absolument. Alors en France, le visa étudiant qui donne ensuite une carte de séjour étudiant si vous faites plus d'1 an d'études. Si vous faites qu'une année scolaire d'études, vous avez un visa qui vaut titre de séjour. Mais si vous avez une carte de séjour étudiant, vous pouvez avoir jusqu'à 27 heures hebdomadaires pour travailler parce que on s'est quand même rendu compte que les étudiants ont besoin de manger, curieusement, Ouais. et que, sauf à dévaliser les supérettes, il faut qu'ils puissent travailler pour avoir de l'argent pour s'acheter à manger. Mais donc voilà, un étranger n'a pas le droit, en principe, de travailler en France, sauf s'il a une autorisation spéciale en la matière. Et donc la première carte qui est délivrée, on appelle ça une carte de séjour. C'est valable en principe 1 an. Alors ça a tellement changé. Maintenant, il y a des cartes de séjour pluriannuelles qui peuvent aller jusqu'à 4 ans si je ne m'abuse. Mais en tout cas, c'est pour une courte période. Et puis, lorsque la situation de l'étranger en France s'est véritablement stabilisée, il y est clairement établi de manière durable, par exemple en épousant un conjoint français, en ayant des enfants français, pas forcément en étant marié, mais lors qu'il est père d'enfants français, bon, là, on comprend il a vocation à rester longtemps en France et il bascule sur une carte de résident qui, elle, est valable 10 ans. Et en principe, il y a toujours l'exception, mais renouvelable de plein droit, mais tous les 10 ans, il faut la faire renouveler. La carte de résident, elle, on est juste au degré en dessous de la nationalité, liberté de travail, enfin toute profession dans toute la France, il n'y a plus de restrictions parce que vraiment on est l'étranger qui réside en France et qui est même à vocation à y finir ses jours. Dernière particularité de vocabulaire, parce que ça va avoir son importance dans la suite de l'émission, pour les Algériens, c'est un petit peu différent parce que les Algériens relèvent d'une convention bilatérale entre la France et l'Algérie qui a été signée dans le prolongement de l'indépendance de l'Algérie. C'est l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 qui était dérogatoire. C'est assez amusant. Vous verrez qu'il y a beaucoup de retours de karma en droit des étrangers. C'est ce qui permet aux avocats qui pratiquent la matière de tenir. C'est que de temps en temps, on peut lâcher un bon chais à l'égard du gouvernement. Et un de ces retours de karma, c'est qu'au début, l'accord franco-algérien n'était pas véritablement favorable aux Algériens. Il y avait un petit idée de revanche aussi. Et pendant longtemps, les Algériens ont eu un statut moins favorable. Sauf que comme c'est une convention bilatérale, il ne peut pas être modifié sans l'accord de l'Algérie. Et autant dire qu'actuellement, l'accord de l'Algérie, c'est aussi facile à obtenir qu'un éclair de génie chez Trump. Les relations sont exécrables entre les deux pays, il n'y a aucune négociation possible. Donc l'accord franco-algérien, il est intangible. Et avec toutes les lois immigration successives, eh bien aujourd'hui, le statut des Algériens est plus favorable que les étrangers de droit commun. Mais voilà, mais eux, ils n'ont pas de carte de séjour, pas de carte de résidence. On parle dans les deux cas de certificat de résidence. Voilà, ça aura son importance dans l'affaire Doualem, puisque précisément, il est algérien et il relève de ce statut. Voilà pour l'essentiel du vocabulaire. Et donc, dernier point, les fameux OQTF. On voit sur l'image d'illustration fort bien choisie par Thomas. L'OQTF, c'est l'acronyme de « Obligation de quitter le territoire français ». C'est une décision administrative, et encore une fois, purement administrative. Je ne le répéterai jamais assez, mais parce que ça fait partie des éléments de langage que l'extrême droite rabâche et nous rebat les oreilles avec. Le fait d'être étranger sans titre de séjour, sans autorisation, soit d'être resté au-delà de son visa, soit d'être entré en France sans visa, n'est pas une infraction pénale. C'est plus grave en droit français de traverser en dehors des clous ou lorsque le feu est rouge
que de séjourner en France sans autorisation de séjour, parce que dans le premier cas, ce sont des infractions pénales. Vous risquez 38 € d'amende. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanction. Le fait d'être en séjour irrégulier, c'est une simple situation administrative. Autre précision, avec évidemment toutes les lois immigration qu'il y a eu, et surtout les politiques où chaque élection dit, vous verrez, on va y aller fort sur les étrangers, théoriquement, un étranger en France peut demander sa régularisation. Vous allez en préfecture et vous dites, voilà, je voudrais, s'il vous plaît, une carte de séjour. Théoriquement. En pratique, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'obtenir des titres de séjour. Parce que, et surtout même d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Autrefois, et il n'y a pas si longtemps que ça, vous pourrez trouver des images assez facilement sur YouTube, notamment à la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. La queue de service des étrangers commençait la veille au soir, vers minuit, c'est-à-dire avec le dernier métro. Été comme hiver, parfois des gens avec des enfants s'installaient devant la préfecture, à la terminus de la ligne 5, et faisaient la queue toute la nuit pour être les premiers à l'ouverture des grilles, pour avoir des tickets numérotés qui permettent de passer, puisqu'on en recevait une centaine par jour maximum. À tel point qu'il y avait un commerce qui s'était mis en place, des personnes qui venaient faire la queue juste pour vendre leur ticket. Un ticket numéro 1 pouvait se négocier jusqu'à 100 €. Il y avait des gens qui passaient la nuit pour fournir des cafés. Et il m'arrivait de quitter le tribunal de Bobigny, fin d'audience vers minuit, de prendre le dernier métro, et je passais à côté de tous ces gens-là, et c'était une queue sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de mètres. Et oui, il y avait des enfants, il y avait des nourrissons blottis sur des couvertures en plein hiver, même sous la pluie, parce qu'il fallait être là, parce que si on ne renouvelait pas son titre de séjour à l'échéance, eh ben c'était fini. On n'en avait plus, on était passé dans la catégorie sans papier, et là c'est beaucoup plus difficile d'être régularisé. Les journalistes ont commencé à retransmettre ces images. Le gouvernement s'en est ému et a trouvé une solution. Désormais, c'est par Internet qu'on prend rendez-vous. Et là, c'est super facile. Il suffit de ne pas mettre de plage de rendez-vous sur Internet et le problème est réglé. Aujourd'hui, on en est à saisir le tribunal administratif, en France 2025. On saisit le tribunal administratif de procédure en référé pour que le tribunal administratif enjoigne à la préfecture de donner un rendez-vous à nos clients avant que leur titre n'arrive à expiration. Donc, alors, Frontières Médias... dire, c'est que c'est en fait une manière de rendre illégaux des personnes qui sont là légalement. Ou si elles sont là irrégulièrement, les empêcher de se régulariser. Wow. Voilà, ils ne peuvent tout simplement pas accéder au guichet. C'est problème réglé. J'ai un confrère que je voyais cette semaine, il en est dans le même dossier à la 7e requête en référé pour qu'il y ait une injonction. Voilà, rien que pour avoir un rendez-vous. Le juge ne s'intéresse même pas de savoir si la sur personne le fond du dossier, c'est juste pour le rendez-vous. Voilà. Vous vous doutez bien que dans ce dossier, si mon confrère fait autant des pieds et des mains pour obtenir un simple rendez-vous en préfecture, c'est qu'il sait que son client va être régularisé, et à mon avis, la préfecture sans doute aussi, pour faire autant de résistance. Donc, Frontières Médias, évidemment, peut gueuler que les avocats touchent de l'aide juridictionnelle, encore que là, ce dossier n'est pas l'aide juridictionnelle. Mais déjà, donnez-nous des rendez-vous en préfecture et on arrêtera de faire des requêtes en référé à l'aide juridictionnelle pour obtenir un simple rendez-vous en préfecture. Voilà le genre d'obstacle matériel que l'on met en place, et après ça, on s'émeut que les étrangers ne demandent pas leur régularisation. Sachant que si vous demandez votre régularisation, la préfecture peut parfaitement vous la refuser. Et en fait, on est dans un cas. Alors, comprenez bien une chose, il n'est jamais illégal pour un préfet de régulariser un étranger. La décision de donner un titre de séjour à un étranger ne peut, quelle que soit l'hypothèse, quelle que soit la situation, jamais être illégale. On est dans le pur pouvoir discrétionnaire. Pourquoi ça ne peut jamais être illégal? Parce que c'est une décision, encore une fois, discrétionnaire, et personne n'a qualité pour faire un recours contre une décision qui donne un titre de séjour. C'est ce qu'on appelle le standing en droit américain, c'est-à-dire n'importe qui peut pas aller devant un juge pour demander n'importe quoi. Il faut qu'on ait un intérêt, une qualité à agir, et ni vous, ni moi, ni personne n'a qualité à agir pour dire mais pourquoi vous nous donnez un titre de séjour à ce monsieur? C'est une autorisation administrative, personne n'a à la contester. Le parallèle n'est pas tout à fait exact. En principe, l'administration, l'État peut refuser un titre de séjour à qui il veut, mais il y a quand même quelques cas où l'État est obligé de donner un titre de séjour. Un tel refus serait illégal, principalement à l'égard de la situation personnelle. On peut penser à un étranger qui est en France depuis très très longtemps. Et là, quand je dis très longtemps, c'est plus de 10 ans.
Ça fait 10 ans qu'il est en France. Il a nécessairement établi sa vie ici et à un moment, on ne peut plus le nier. Il a des enfants français. Donc, du coup, il a des droits pour répondre à notre question. Alors, il commence à en avoir, mais ça contrarie beaucoup le gouvernement. Mais en tout cas, là, le juge administratif pourra refuser, on pourra annuler un refus de titre de séjour en disant vous n'avez pas pris en compte sa situation, vu sa situation, vous ne pouvez pas lui refuser ce titre de séjour. Donc oui, ils ont des droits là-dessus, et ce n'est pas surprenant que de loi immigration en loi immigration, puisqu'on tourne sur à peu près une loi tous les 2 ans maintenant, chacune de ces catégories à chaque fois est rabotée, limitée, diminuée, de façon à devenir... moi, je me souviens du nombre de catégories qu'il y avait quand j'ai commencé à exercer ce droit il y a 20 ans. On n'en est plus qu'à un quart aujourd'hui parce qu'il y en a certaines, on ne peut pas y toucher. Notamment, et là aussi, ça aura son importance pour la suite, imaginons le cas d'un père étranger d'enfants français. Ces enfants sont des citoyens français et ils ont le droit de grandir avec un père auprès d'eux. Et leur dire non, je suis désolé, les petits, mais votre papa, vous ne le verrez plus parce qu'il a peint un bout de papier avec un coup de tampon dessus, c'est considéré comme quelque chose de complètement disproportionné. Et donc là, le juge administratif intervient. Donc, une personne qui demande un titre de séjour et se le fait refuser, demande un renouvellement de son titre de séjour et ce renouvellement est refusé parce que le préfet estime que les conditions ne sont plus remplies. Ou tout simplement un étranger qui n'a pas de document et qui est contrôlé dans la rue peuvent recevoir cette décision administrative qui les oblige à quitter le territoire français. Le préfet constate, monsieur, vous n'êtes plus en situation régulière, vous devez quitter le territoire français. Dans certains cas, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'on appelle sous le joli nom de CESEDA, est un droit extrêmement complexe. Mais en tout cas, il est possible dans certains cas, lorsque le préfet a des raisons de penser que la personne ne voudra pas exécuter cette décision, notamment parce qu'il en a déjà eu une par le passé, il peut décider de son placement en ce qu'on appelle un CRA, un centre de rétention administrative. C'est-à-dire que c'est une décision, c'était créé par François Mitterrand, donc je tiens à dire parce qu'on accuse beaucoup, on dit beaucoup que le problème des étrangers, c'est la droite qui fait florès dessus, ce qui n'est pas faux vu son histoire, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est une des plus belles erreurs d'appréciation qu'a fait la droite ces dernières décennies. Mais la gauche n'a jamais été en reste. Les lois Chevènement, c'est Mitterrand qui a créé les centres de rétention administrative. Un centre de rétention administrative, c'est un endroit, j'adore la définition légale, vous verrez, il y a une poésie administrative dedans. La définition d'un centre de rétention administrative, c'est un lieu qui ne relève pas de l'administration pénitentiaire. C'est pas beau, ça, c'est une définition négative. On ne vous dit pas ce que c'est, on ne vous dit ce que ça n'est pas. Ouais. Ce que n'est pas, c'est que ce n'est pas une prison. Et cela dit, la loi a raison de le préciser, parce que quand vous allez dans un centre de rétention administrative, punaise, qu'est-ce que ça ressemble à une prison quand même. Il y a des gros hauts murs tout autour, il y a des barbelés, il y a des caméras partout. Il y a des gardes. Il y a des grilles qui s'ouvrent. Oui, alors c'est vrai que ce ne sont pas des surveillants pénitentiaires, c'est la police nationale généralement qui s'en occupe, c'est la police aux frontières. C'est vrai aussi une autre différence, c'est que les personnes qui sont en centre de rétention ont accès beaucoup plus facilement au téléphone. Ça ne veut pas dire qu'ils ont leur portable avec eux en permanence, mais ils peuvent aller dans un bureau, demander à récupérer leur portable et téléphoner avec. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de l'avoir avec eux? Mais parce que sur un téléphone portable, il y a des caméras. Et l'administration n'a pas envie qu'on voit comment ça se passe à l'intérieur. Et ces centres de rétention administrative, voilà le genre de ruse que l'État met en place pour montrer, encore une fois, c'est la situation actuelle en France en 2025, et ce n'est pas le Rassemblement national qui est au pouvoir. Les centres de rétention administrative ont une capacité maximale. La loi prévoit qu'on ne peut pas mettre plus, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est aux alentours de 125-150 personnes maximum. Au-delà, on estimerait que c'est trop. Or, la demande est forte, puisque vous allez voir que les préfectures émettent énormément d'obligations de quitter le territoire, et parfois avec placement en centre de rétention. Et donc, dans une petite ville riante qui s'appelle le Mesnil-Amelot, qui est littéralement en bout de piste des aéroports de Roissy, c'est-à-dire en principe en zone non constructible à cause du bruit, parce que ça fait un boucan terrifiant, on a construit un centre de rétention administrative d'une capacité du double du maximum légal. Comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a construit 2 centres de rétention côte à côte. Mais c'est vrai, ils sont séparés à l'intérieur par une clôture.
Ils ont chacun 2 directeurs, tout le personnel est doublé. Donc voilà, on a pu mettre Ouais. jusqu'à 250 personnes là-dedans, mais en fait, juridiquement, ce sont 2 centres de rétention différents. Voilà le genre de ruse que l'on fait. Le genre de ruse aussi que l'on fait et qui aboutit à une humiliation de la France à l'international, c'est que, point important, un mineur, là je ne le dirai jamais assez, donc je vais bien l'articuler pour nos amis d'extrême droite qui nous écoutent, un mineur ne peut jamais être en situation irrégulière en France. L'obligation d'avoir un titre de séjour ne s'applique qu'aux majeurs. Voilà. Les mineurs ne peuvent pas être en situation irrégulière. Or, et vous le voyez sur la photo que Thomas met parfaitement au bon moment, Ouais, c'est de là c'est une l'anticipation famille, parce que, en fait, non, ah ouais, bravo. il a senti que ça allait venir. Ça, c'est Voilà. une photo qui a été prise en 2006. Hein, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. En 2006, au tribunal administratif de Cergy. Et donc, vous pouvez voir que c'est une famille qui vient de devoir rejeter son recours et donc qui a été maintenue en centre de rétention. Et vous pouvez voir qu'il y a 3 enfants parmi eux, et même 4, puisque la personne qu'on voit le plus à gauche avec un bonnet gris est également Ouais. mineure. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils sont en centre de rétention puisque ils ne sont pas en situation irrégulière? Eh bien, l'administration a un mot merveilleux, et je ne ferai pas de parallèle historique parce que l'argument a déjà été employé à un autre moment, mais on ne sépare pas les familles. Ce serait inhumain de séparer ces enfants de leurs parents. Ouais, Donc, pour ne pas les séparer, ça nous renvoie aux heures oui, mais sombres attendez, de la collaboration, hein. je vais, je vais vous glacer le sang avec cette photo, vous allez voir pourquoi. Mais donc, il y a des enfants qui sont au centre de rétention, à tel point qu'on construit les nouveaux centres de rétention qu'on a construits, notamment celui de Nîmes, sont construits avec des nurseries pour pouvoir prévoir l'accueil de nourrissons et de bébés, et avec des espaces de jeu, alors qu'encore une fois, ces enfants ne sont pas en situation irrégulière. Et on les enferme avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur leur santé mentale, dans un centre qui est construit en bout de piste à Roissy avec les avions qui décollent autour, au milieu, dans une ambiance qui est celle Ouais. d'une prison, on va pas se mentir. Mais voilà, mais cette photo, pourquoi je voulais vous la montrer? Parce que ce que l'on voit, donc, c'est une famille qui sort du tribunal administratif et qui est reconduite au centre de rétention. Il y a quelque chose qui, si vous observez bien cette photo, il y a quelque chose qui peut paraître bizarre. Quelle est la personne la plus surveillée dans cette image? Le père est à gauche, la mère n'est pas avec eux, je ne sais pas, je crois elle était plus là, mais on voit le père qui porte le plus jeune enfant, il Ouais. a son fils aîné, un fils un peu plus jeune, et puis il y a une fillette habillée tout en Ouais, rose qui est ouais, ouais. entièrement entourée de policiers, Encadré comme si c'était par elle deux qu'il fallait. policiers, ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est une pratique qui a été mise en place par la police aux frontières, plutôt que menotter les étrangers, parce que vous voyez, là, ils sortent du tribunal, ils sont dans la rue, sur la voie publique, ils les reconduisent vers les voitures. Il y a toujours un risque d'évasion, même s'il y a un policier par personne escortée, y compris les enfants, il y a quand même un risque de fuite. Alors, ils avaient pris l'habitude de prendre un des enfants, de préférence les fillettes, et de les entourer complètement du policier. Comme ça, ils ne sont pas menottés, hein, ils ne sont pas enchaînés, Mhm. contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis. Mais s'ils veulent partir en courant, ça veut dire qu'il doit abandonner sa fille, parce que la fille, elle ne peut pas le suivre. Eh bien, avec cette technique-là, il y a zéro évasion. Ils sont sûrs que le père ne va pas tenter de s'évader, parce que ça voudrait dire qu'il devrait abandonner sa fille. Voilà le genre de ruse qu'on met en place en France. Là, c'était en 2006, mais enfin, ne Mais croyez pas que c'est disparu c'est aujourd'hui. théorisé quelque part ou c'est juste Non, de l'usage non, non, qui est non, devenu. c'est la police aux frontières qui a trouvé ça très astucieux. D'accord, Voilà. d'accord. Et donc les Ils font avocats pareil. dans tout ça, si on Ouais, revient sur Frontières et cette oui, accusation d'en fait de faire perdurer ces situations au QTF pour gagner de l'argent, c'est voilà. quoi l'idée derrière ça? Alors, oh bah c'est d'attaquer d'attaquer les avocats, hein, comme toujours, pour voir comment va une démocratie. Regardez toujours comment elle traite les plus fragiles, comme les étrangers sans papier, et les avocats, c'est deux très bons critères. Euh, Là où le Frontière a fait une bévue, mais vraiment de débutant. Une OQTF, c'est quoi exactement? C'est un arrêté préfectoral qui expose, qui vise les textes de loi qu'elle applique, qui analyse très brièvement mais la situation de l'étranger, dit voilà, vous entrez dans quel cas légal d'émission d'une obligation de quitter le territoire français, et donc
ça termine toujours par décide, article 1er et article 2 et tout ce qui est décidé. Et donc, lorsque un étranger demande un titre de séjour ou le renouvellement de son titre de séjour et se le voit refuser, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire va dire article 1er, le titre de séjour de monsieur machin est refusé. Article 2, monsieur machin est obligé de quitter le territoire. Article 3, s'il ne quitte pas de lui-même, il sera reconduit vers... la formule habituelle, c'est vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il démontre être légalement admissible. Mais donc ça fixe le pays de destination. Article 4, puisqu'on a inventé maintenant, en plus de l'OQTF, l'IRTF, l'interdiction de retour sur le territoire français, et c'est systématique et c'est même obligatoire maintenant, le préfet va fixer un délai jusqu'à 3 ans pendant lesquels l'étranger est interdit de revenir en France. S'il fait une demande de visa, ce sera refusé, et ce sera refusé pour la France, mais sera inscrit dans le système Schengen pour que tous les pays de Schengen lui refusent un visa. Dès lors que c'est inscrit par un pays, plus aucun pays ne peut lui délivrer de visa pour venir en France pendant cette durée de 3 ans. Et juridiquement, chacun de ces articles est une décision. Il y a, première décision, le refus de titre de séjour. Oui. Deuxième décision, obligé à quitter le territoire, parce que le préfet pourrait se contenter de dire « je vous refuse un titre de séjour, point final ». Non, deuxième décision, obligation de quitter le territoire. Troisième décision, la fixation du pays de destination. Quatrième décision, l'interdiction de retour sur le territoire français. Et donc, quand un avocat fait un recours, il faut attaquer chacune de ces décisions. Si on oublie de le faire, eh bien elle est validée parce qu'elle n'a jamais été contestée. Donc, on doit soulever tout ça. Mais on soulève tout ça dans une requête unique. On ne fait pas 5 requêtes différentes avec 5 dossiers à l'aide juridictionnelle. Donc, Frontières Médias fait une bourde en disant, voilà, pour chaque décision, il fait un recours, et donc, comme c'est 500 à peu près euros, c'est 520 euros, je crois, d'aide juridictionnelle, c'est 520 pour le refus de titre, plus 500 euros pour l'obligation de quitter le territoire, plus 500, alors que non, c'est 500 pour le recours qui attaque toutes les décisions une par une. Ouais. Il n'y a pas de multiplication par 5. J'aimerais tellement, sinon j'en ferais encore plus. Mais non, pour ce recours-là, qui nécessite d'abord qu'il doit être fait dans des délais très courts. Les délais de recours, il y a 3 types de QTF. Le délai de recours est soit de 1 mois, et ça c'est le plus long, mais il peut être de 7 jours ou il peut être de 48 heures. Et quand je dis 48 heures, c'est 48 heures. C'est pas 48 heures jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Si c'est signifié, et les préfectures, en tout cas la préfecture de police à Paris, adore ça, une OQTF qui est bref délai, comme on dit, c'est-à-dire 48 heures qui est signifiée le vendredi soir, le dimanche soir, le délai de recours a expiré. Vous avez le week-end pour trouver un avocat compétent en droit des étrangers, joignable, qui va pouvoir vous recevoir, demander toutes les pièces pour faire le recours, parce que l'audience aura lieu dans les 96 heures suivantes. Donc, vous avez très peu de temps pour faire un recours qui nécessite parfois d'examiner des documents qui remontent plusieurs années en arrière, des piles de documents. Et on est payé pour ça 500 euros. Aujourd'hui, ça se fait par Internet. Mais j'ai passé un soir, le réveillon de Noël, il était 23h50, j'avais jusqu'à minuit pour déposer mon recours. Je me trouvais à 23h50 le soir de Noël, avec la voiture dont le moteur tournait derrière sous une pluie glaciale, à tamponner dans un tribunal administratif le recours de mon client, à glisser ça dans une boîte, puisqu'il y avait devant tous les tribunaux administratifs, il y avait un tampon, enfin c'est un eurodateur automatique. Tous les avocats qui ont fait le droit des étrangers ont connu ça. Et à l'époque du papier, il fallait reproduire toutes les pièces en 4 exemplaires. C'était des kilos et des kilos de papier qui étaient envoyés pour chaque recours. Voilà ce qu'on a pour 500 euros. Donc, dire qu'on se fait des millions avec ça en multipliant les recours, c'est d'une stupidité monstrueuse, et ça montre qu'il n'y a pas eu la moindre recherche, confondre le nombre de recours et le fait qu'il y a plusieurs décisions dans la même décision qui fait l'objet d'un seul recours, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune recherche qui a été faite. Les chiffres qu'ils donnent, vous remarquerez, c'est fait sur 2 mois. Pourquoi 2 mois? C'était les 2 mois qui précédaient. Et comment ont-ils fait? Ils ont eu un accès à un site qui s'appelle doctrine.fr, qui est un site qui compile beaucoup de décisions judiciaires. Pas toutes, c'est leur objectif à la fin, mais ils récupèrent toutes les décisions qu'ils peuvent, ils les scannent et ils les mettent à disposition de leurs abonnés. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont dit voilà, je vais prendre toutes les décisions d'une OQTF qui ont été rendues entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et ils ont eu beaucoup
de jugement du tribunal administratif de Montpellier, et ils ont eu ces deux avocats montpelliérains. On dit, regardez, ces noms-là sortent beaucoup plus souvent. C'est donc eux les principaux. Alors, ils sont réputés et très compétents en matière de droit des étrangers, c'est certain. Mais c'est tout simplement parce que visiblement, ce site doctrine.fr a une plus grande facilité d'accès au jugement des tribunaux administratifs de Montpellier plutôt que de Paris, Donc de c'est pas Montreuil, de représentatif, Cergy-Pontoise. du coup. Non, non, non. Et puis 168 recours, enfin pour un cabinet qui ne fait que droit des étrangers. Oui, c'est le genre de recours qui est, enfin le genre de nombre de recours qui est tout à fait envisageable quand on est vraiment spécialisé là-dedans, parce que les préfectures produisent des OQTF, mais à la chaîne. Alors que quand l'obligation de quitter le territoire français a été créée par Pierre Mazot, quand il était encore député, le but c'était de mettre fin à un système antérieur qui existait. On ne parlait pas d'OQTF à l'époque, c'était des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, où déjà, et là on parle encore une fois 20 ans en arrière, ils avaient constaté que la plupart des arrêtés de reconduite à la frontière n'étaient pas exécutés, parce Ouais. qu'il y en avait tellement que de toute façon, ce n'était pas possible de tous les exécuter. Donc le Pierre Mazot a dit redevenons raisonnables, ce qui n'est pas une phrase qu'on entend souvent en droit des étrangers. Arrêtons ces arrêtés inexécutables, inventons à côté l'obligation de quitter le territoire français où on demande à l'étranger de prendre l'initiative du départ, et surtout, disons au préfet de ne les édicter que dans les cas où c'est vraiment nécessaire. Et ça Oui, n'a parce pas que tenu longtemps c'est en plus puisque... une spécificité française. Je vous ai, Thomas, tu dois avoir un deuxième document sur l'Europe, sur la comparaison avec d'autres pays, et on voit que ce qu'on appelle cette espèce d'effet ciseau. Donc ça c'est pour en France, de 2011 à le premier semestre 2022. Ce sont des chiffres qui viennent du Sénat, où on voit, selon le rapport Buffet, qu'il y a 12,3% de recours qui sont déposés. Et en fait, on s'en rend compte lorsqu'on regarde sur le plan, c'est l'autre illustration, Thomas, voilà, sur le plan européen, qui a cette disproportion. C'est cet effet ciseau entre le nombre de recours effectués et ceux qui sont prononcés, en disant le problème, ça vient du fait qu'il y en a beaucoup trop qui sont prononcés par rapport à ceux qui sont... et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de disparité. Absolument. Après Pierre Mazot, on était sous le président Chirac, est arrivé, il y avait eu Nicolas Sarkozy qui a été ministre de l'Intérieur, puis président de la République, et Nicolas Sarkozy a mis en place une des pires décisions qui a affecté l'action publique, ça a été la politique du chiffre, c'est-à-dire mettre en place une gestion un peu à l'américaine, mais plutôt une entreprise américaine, puisque le gouvernement américain, c'est de mettre en place des statistiques partout, faire remonter des statistiques, plein de statistiques, avoir toujours des chiffres pour pouvoir donner aux 20 heures. Et notamment, puisqu'il fallait des beaux chiffres, il dit, c'est très simple, à partir de maintenant, et donc là on parle du milieu des années 2000, il a été élu en 2007, désormais, tout refus de titre de séjour ou tout retrait de titre de séjour doit s'accompagner d'une obligation de quitter le territoire français. Comme ça permet de dire, vous vous rendez compte, Madame Chazal, cette année, on a émis 120 000 obligations de quitter le territoire français, en essayant de vendre ça comme on a mis 120 000 étrangers dehors. Sauf que non, puisqu'on voit que sur les 120 000 qu'il y a 845, il y a 4 700 départs retours volontaires et 12 000 retours contraints, c'est-à-dire dans un avion de ligne. Et heureusement pour nous qu'il n'y en a que 12 000, parce que, punaise, qu'est-ce que ça coûte cher un tel renvoi. J'ai eu un dossier, j'ai eu accès aux documents qui avaient été laissés à l'intérieur du dossier par erreur, donc ça m'a permis d'évaluer le prix du renvoi. C'était un Ivoirien qui a été renvoyé donc à Abidjan, et il était accompagné, ce qu'ils sont mis dans l'avion sous escorte, de 2 policiers de la police aux frontières. Et j'avais les achats de billets, puisque c'est géré par une agence de voyage. Alors, autant dire que l'agence de voyage, quand c'est l'État qu'on facture derrière, ils ne prennent pas les billets les moins chers. Et surtout, l'absurdité absolue, c'est qu'un aller-retour pour Abidjan, ça arrive souvent dans les lignes aériennes, coûte moins cher qu'un aller simple. Les compagnies aériennes ont des politiques. Et donc, on pourrait se dire, prenez un billet aller-retour, et puis ils n'utilisent jamais le retour, et on économise quelques milliers d'euros. Eh bien non,
parce que pour les préfectures, comme c'est une reconduite, c'est nécessairement un aller simple. Donc on prenait le billet, mais au taux au maximum. En plus, comme ce sont des reconduites forcées qui ont lieu dans un délai de 7 jours, c'est les billets les plus chers parce que c'est ceux qu'on achète à la dernière minute. J'avais calculé que renvoyer ce client à Abidjan avec 2 policiers, ça avait coûté 11 000 euros. Sur une ligne régulière à la République, juste pour envoyer une personne à Abidjan. Vous imaginez, vous multipliez ça par 12 985. Je trouve que décidément être xénophobe, c'est hors de prix. Je ne suis pas sûr que la France ait vraiment les moyens. On devrait y réfléchir. Il y a le même problème en ce moment aux États-Unis avec la politique d'expulsion massive. En fait, les chiffres n'en sont pas là, mais du coup par personne, ce sont le même ordre de grandeur. Et oui, et dans le tableau que Thomas vous propose, l'échec de cette politique, en fait, il se lit en pourcentage. On voit bien qu'il y a un trop-plein d'OQTF parce qu'on voit que la France a un taux de 14,3%, qui est le pire de toute l'Europe. Donc, on fait gonfler le chiffre bleu. Et en fait, ensuite, ça suit pas. On voit le Danemark qui est beaucoup plus efficace en proportion. Hein, c'est 51,8. Mais nous, effectivement, il y a une communication politique extrêmement forte. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a troublé, c'est que le terme, si je ne me trompe pas, le terme de OQTF remonte à la loi du 24 juillet 2006. Mais c'est un terme, on a le sentiment, vu de l'extérieur, avant de faire mes recherches, j'avais l'impression que c'est quelque chose qui est apparu ces 2 dernières années, voire même ces derniers mois, où c'est devenu quelque chose qu'on lit sur les réseaux sociaux en permanence et que l'on entend sur les plateaux de télévision, comme si c'était un concept complètement nouveau. Je trouvais ça que c'était assez intéressant dans la politisation de la politique, de la politisation justement du droit des étrangers et des mesures anti-immigration. Oui, c'est une opération de communication de l'extrême droite qui, dès qu'il y a un fait divers, et là, malheureusement, on a bien choisi le jour de faire ce sentinelle, puisqu'il y a eu encore cet après-midi à Mulhouse. À chaque fois qu'il y a un fait divers qui concerne un étranger, on sent qu'il guette ça avec gourmandise. Et pour peu que l'étranger soit sous OQTF, l'extrême droite se déchaîne en disant « Mais regardez, il avait une obligation de quitter le territoire. » C'est-à-dire que si l'obligation de quitter le territoire avait été exécutée, il n'aurait pas été là et donc il n'aurait pas pu commettre son forfait. Et donc évidemment, sous-entendu, nous, quand nous serons au pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir, on va les exécuter, ces OQTF, ils seront tous renvoyés, il n'en restera pas un seul, le gouvernement est inefficace, faites-nous confiance. Sur le premier point, ils n'ont pas tort, le gouvernement est inefficace, mais par sa propre incurie. On ne peut pas émettre 120 000 décisions, rapporter le nombre d'OQTF, là qu'on a vu tout à l'heure, au nombre de jours dans l'année. Hein. On n'a que 365 jours par an, 366 les années bissextiles en 2024. Regardez combien de décisions ça fait par jour, dimanche et jours fériés compris. Comment voulez-vous que l'administration s'occupe d'exécuter ça? Parce que c'est pas juste un bout de papier sur lequel allez monsieur, veuillez partir. Derrière, il y a quand même un être humain, on a tendance à l'oublier, mais c'est un être humain comme les autres, qui a une vie en France, qui a un logement, qui a des bagages à faire, qui a des affaires à régler avant de partir. On ne quitte pas un pays comme ça. 120 000 sur un an, vous voyez que le nombre que ça fait par jour, comment est-ce que l'administration peut ne serait-ce que surveiller ça? D'autant plus que la simple surveillance, en fait, c'est avec l'obligation de quitter le territoire, ils ont une feuille, une obligation de quitter le territoire, ça fait facilement 8 feuillets, tout compris. Il y a l'un d'entre eux qui doivent remettre à la frontière, quand il l'a franchi, ils remettent ça à la police aux frontières. C'est comme ça que l'obligation de quitter le territoire français est considérée comme exécutée. Mais s'ils quittent le territoire français par voie terrestre, puisque tous ceux qui sont allés en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Belgique savent que surtout en Belgique, on traverse la rue littéralement et on se retrouve dans un autre pays. On ne croise pas un agent de police aux frontières, ils ne remettent jamais ce papier, ce départ n'est jamais enregistré, et pourtant l'obligation de quitter le territoire français est exécutée, puisqu'ils ont quitté le territoire. Donc le nombre de départs volontaires est probablement sous-estimé, le nombre de départs forcés, lui, il est forcément exact.
Mais même dès la mise en place de ça, il y a eu vous demandez à l'administration française ou à toute administration, mais l'administration française est très efficace pour ça. Vous voulez un objectif chiffré comme adorait le président Sarkozy et ses successeurs. Vous voulez 14 000 reconduites à la frontière en un an, vous les aurez. Et c'est ce qu'il avait demandé à l'administration et j'ai pu assister. Il y avait deux types de les reconduites à la frontière les plus joyeuses que vous pouvez imaginer. C'était avant que la Roumanie ne rejoigne l'Union européenne, mais il y avait déjà eu la levée de l'obligation de visa. Eh bien, il y avait toute la population de Roms de nationalité roumaine. Attention, hein, Roms et Roumains, ce n'est pas C'est pas la du même tout chose. la même Non, chose. nous sommes d'accord. Même ce n'est pas l'abréviation de roumain et étymologiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il y avait des Roms de Roumanie qui se voyaient frappés d'une obligation de quitter le territoire français. La France affrétait des bus. Il dit voilà, vous montez à l'intérieur, vous signez ça, ça veut dire OQTF exécuté, et on vous donne une enveloppe avec à l'intérieur de l'argent en espèces. C'était de l'ordre de 500 euros, ce qui pour eux était une fortune. Et donc, c'était les départs les plus joyeux que vous pouvez imaginer. On leur payait le voyage pour aller voir leur famille en Roumanie. On leur filait 500 euros. Ils allaient là-bas faire une fête de tous les diables, faire des cadeaux à tout le monde. Et puis, probablement, quelques mois après, ils revenaient. Mais peu importe. Ça faisait du chiffre. Dans le nord de la France, c'était on dépose des étrangers dans une de ces nombreuses rues où de l'autre côté, c'est la Belgique. Traversez la rue, s'il vous plaît. Quelqu'un de la préfecture comptait les gens qui traversaient. Et hop, c'était d'excellents chiffres de QTF exécutés. Et le ministère de l'Intérieur était très, très content. Évidemment, personne ne se posait la question de savoir si 5 minutes après, ils n'allaient pas retraverser la rue pour trouver du travail dans l'autre sens. Et bien sûr qu'ils le faisaient. Donc, ces chiffres étaient complètement cuisinés par l'administration, mais on ne leur demandait pas de renvoyer 14 000 personnes dans leur pays, on demandait d'exécuter 14 000 OQTF. Eh bien, ça faisait 14 000 OQTF exécutés. Tout le monde était content, et, y compris les avocats d'ailleurs, parce que nous aussi, ça nous arrangeait très bien. Tout le monde était content, nos clients pouvaient revenir rapidement. Mais ça, c'est évidemment, c'était possible que quand il n'y a que des frontières terrestres. Je pense que si l'ICE aux États-Unis veut faire du bon chiffre, ils ont tout intérêt à expulser des Mexicains parce que vraiment, c'est très facile, il y a une frontière terrestre. Alors que renvoyer les Colombiens, les Vénézuéliens, ça coûte beaucoup plus cher. Parce qu'il faut prendre l'avion au-dessus du golfe d'Amérique. De golfe d'Amérique, exactement. Vous venez de parler de la Maison-Blanche. De ce qui s'est passé à Mulhouse. Ce que je vous propose, c'est une très bonne transition parce que pendant que nous avons Maître Eolas, TF1, eux, avait Bruno Retailleau. Je préfère avoir Maître Eolas, hein, je précise tout de suite. Et donc, justement, il a parlé d'Algérie, il a parlé d'OQTF, et ça va nous permettre de parler du deuxième dossier qui est donc l'affaire Doualemn. Donc, je vous propose de faire une petite pause, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, avant de parler donc de la France et de l'Algérie, parce que c'est vraiment le cœur de cette affaire-là et des déclarations aujourd'hui des Retailleau. Cody, rapidement, est-ce que tu peux... Oui, Cody est avec nous sur le plateau. Cher Maître, j'espère que vous l'avez remarqué, il est silencieux, bien sûr. Il est là. Je t'ai pas cadré, Thomas. En tant que Parisien, je ne ferai aucune remarque sur son maillot de l'OM qui est une pure provocation, mais je suis très très content de le revoir. Bonjour Cody. Ouais, parce qu'en plus, vous ne le savez pas, mais Cody est le président de votre fan club. C'est tout ce que je dis. En plus, ça tombe bien, j'entends strictement rien. Donc voilà. Donc, merci, je ne sais pas, oui, peut-être. Non, c'était quelque chose sur l'OM, mais c'est pas grave. Donc vas-y, Cody, à toi. Comme les traditions, qui n'est pas dans la tradition de Sentinelle, mais je suis là. Donc merci à Isabella, qui a reçu son sticker aujourd'hui des Vaguelettes. Donc on est content qu'il est bien arrivé. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu. On est à fond dans les tours avec Thierry. Merci, comme à chaque fois, pour ton soutien, Thierry. Et merci également pour les pouces. On s'approche gentiment et lentement des 500. Donc, continuez comme ça. C'est formidable. Maître Eolas, la parole est à vous. Ouais, d'ailleurs, je vais vous en envoyer quelques-uns, cher Maître, plus une petite autre chose dont on a parlé. Vous verrez.
on va revenir sur ce dossier et évidemment c'est tragique. Aujourd'hui, attaque au couteau à Mulhouse, une attaque terroriste. Et donc, vous allez voir pourquoi la transition est juste par rapport à l'affaire Doualem. C'est que Retailleau était au TF1 ce soir et a dit, je cite, « L'Algérie a refusé la séance sous OQTF à 10 reprises. Il faut changer les règles. » Donc voilà, donc ça c'est la déclaration ce soir. Alors évidemment, ça rappelle ce qui s'est passé au début du mois de janvier avec l'arrestation à Montpellier le 5 de Doualem pour des déclarations sur TikTok qui auraient été, selon son avocat et selon plusieurs personnes, plus ou moins mal traduites. Donc ça, c'est le 5, il est arrêté le 5. Le 9, il est expulsé vers l'Algérie. Le 9, il est renvoyé vers la France. Et donc le 6, je crois que c'est le 6 février, finalement, après toute une procédure, il a quitté le fameux CRA dont vous parliez tout à l'heure, le centre de rétention administratif, et il a été libéré. Alors, je sais que vous vouliez parler de cette affaire-là. Pourquoi et quel poids donner à ces déclarations du ministre qui, en gros, est en train de nous dire en fait, c'est l'Algérie qui refuse les personnes que l'on veut expulser. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, cher maître, sur ces deux questions-là? Oui, bien sûr. Alors, je voulais parler de l'affaire Doualem parce que on en a beaucoup parlé dans la presse et je voulais donner un éclairage juridique qui a singulièrement manqué. Et en plus, c'est un magnifique cas pratique parce que là, on vient de parler, on a fait un peu la théorie du droit des étrangers. C'est toujours un peu abscon et matériel. Et là, on peut rentrer dans les détails et vous allez voir concrètement ce qui s'est passé. Ce que j'aurais à dire à notre ministre de l'Intérieur, c'est qu'il faut changer les règles. Il y a une autre possibilité, hein, je dis peut-être des bêtises, je fais pas de politique, mais il y a aussi la possibilité de les respecter en fait avant de vouloir les changer. Peut-être que ça marche pas mal, ça aussi. Faudrait peut-être essayer et surtout arrêter de traiter les pays dont on a besoin avec un peu parfois de suffisance ou d'arrogance. Ce qui est un peu aussi une spécialité française, même si dans le cas particulier de l'Algérie, les relations sont exécrables depuis longtemps pour des motifs qui relèvent aussi de politique intérieure algérienne, puisque le pouvoir local, qui n'est pas super démocratique non plus, dès qu'ils ont des soucis d'ordre intérieur, ils trouvent toujours un moyen de réexciter les passions contre la France. Ça marche à tous les coups, ça disent très bien. Donc voilà, on a deux personnes de chaque côté de la Méditerranée qui ont intérêt à rejeter le blâme sur l'autre, donc ils vont très bien s'entendre en fait, je pense, hein, Bruno Retailleau et le gouvernement algérien actuel, mais c'est pas le genre d'attitude très productive. Alors, dans le cas d'Oualem, voilà, c'est un magnifique cas pratique de ce qu'on va voir, avec une autre possibilité qui existe pour éloigner un étranger, mais là, on est en présence d'un étranger à qui on ne reproche pas juste d'être là, mais à qui on reproche son comportement. C'est ce qu'on appelle une expulsion. Là, c'est une décision qui... alors, les expulsions, ça existe en droit français depuis bien plus longtemps que les obligations de quitter le territoire français. Les arrêtés d'expulsion, le droit actuel des étrangers a été vraiment codifié pour la première fois, en tout cas mis en place par le général de Gaulle. C'était une ordonnance du 2 novembre 1945 qu'on a transformée en code, mais les règles... les grands principes, carte de séjour, carte de résidence, etc., n'ont pas changé depuis, mais ça existait même avant 1945. Un arrêté d'expulsion, c'est la France qui dit, voilà, monsieur, vous n'êtes plus le bienvenu chez nous, vous êtes venu chez nous, vous avez gravement perturbé l'ordre public par votre comportement, que ce soit des infractions ou autres, dehors, et on vous expulse. Une personne très célèbre qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, c'est Danny Cohn-Bendit. Puisque Daniel Cohn-Bendit était de nationalité allemande en mai 1968 et a vu sa participation aux événements de mai 68, il s'est pris un arrêté d'expulsion et jusqu'en 1975, il n'a pas pu remettre le pied en France. Il a obtenu dans un arrêt très important l'annulation de cet arrêté, enfin pas l'annulation, le rapport, c'est-à-dire l'abrogation de cet arrêté d'expulsion, mais voilà, il a fait l'objet parce qu'on a estimé que son comportement en mai 1968 causait un trouble à l'ordre public.
vous voyez déjà le danger potentiel qu'il y a dans un arrêté d'expulsion qui est fait pour se débarrasser de gens qui, sans véritablement représenter un danger public, c'est surtout pour des motifs politiques. Danny Cohn-Bendit, c'était clairement le cas, et la tentation n'a jamais disparu. Maintenant, je ne vais pas faire de parallèle entre Danny Cohn-Bendit et ce cher Dwalin, parce que les propos ne sont pas du tout les mêmes, et je ne suis absolument pas là pour défendre les propos complètement grotesques et extravagants qu'il a tenus, mais toujours est-il que sur son compte, je crois, TikTok, il a tenu des propos vraiment profondément choquants, qui ont fait le buzz, et en 2025 on ne survit pas au buzz, et aussitôt Bruno Retailleau a décidé de recourir à son encontre à une procédure d'expulsion. Et là il va se prendre les pieds dans le tapis du droit de manière absolument magnifique, et alors je ne sais pas, je n'étais pas dans son bureau place Beauvau lorsque ça s'est passé, mais ma conviction personnelle c'est que le seul calcul qu'il a fait, c'est comment je peux faire en sorte, s'est-il dit à midi, pour l'avoir viré à temps pour le journal de 20h ce soir et venir me présenter comme étant le champion des libertés. Et dans ce cas-là, il n'y avait qu'une seule procédure, et je pense qu'un de ses conseillers lui a dit la seule qui marche, c'est l'arrêté d'expulsion en urgence absolue. Et je pense que le conseiller a rajouté un « mais » et que le ministre n'a pas écouté la suite, et c'est ce qu'il aurait dit. Classique. Parce que le cas de M. Dwalin, outre d'abord, il est de nationalité algérienne. Donc, il relève du CESEDA, mais aussi de l'accord franco-algérien de 1968. On parlait tout à l'heure, oui. Première particularité. Il est en France depuis très longtemps, je crois, une quinzaine d'années. Il est marié à une Française et il a des enfants de nationalité française. Et tout ça n'est pas indifférent parce que ça en fait une catégorie particulièrement protégée contre l'expulsion. Un arrêté d'expulsion, c'est un acte très grave et il a pour effet de nécessairement retirer le titre de séjour d'une personne. Évidemment, on ne peut pas expulser quelqu'un qui a un titre de séjour, donc l'arrêté d'expulsion, et ça va avoir son importance pour la suite, entraîne perte du titre de séjour. C'est l'article L432-4 du CESEDA, car on ne fait pas de bonne émission Sentinelle si on ne cite pas au moins un article de loi. Donc, elle est retirée par l'arrêté d'expulsion. Mais le préfet voulant aller trop vite, parce qu'un arrêté d'expulsion ordinaire nécessite au préalable, quand on a une personne qui est dans la situation de M. Dwalin, qui est en France depuis 15 ans, qui vient d'avoir un certificat de résidence de 10 ans, il l'avait eu, je crois, le 26 décembre, en tout cas très peu de temps, une semaine à peu près avant, ou le 29 décembre, quasiment une semaine avant que l'arrêté d'expulsion. On renouvelle son titre de séjour de 10 ans, parce qu'il est père, qu'on appelle vie privée et familiale, père d'enfants français, conjoint de français. Donc, un arrêté d'expulsion pour une personne dans cette situation nécessite au préalable de prendre son temps et notamment qu'il comparaisse devant ce qu'on appelle la commission de l'expulsion, la COMEX pour les habitués, qui est dirigée par un magistrat administratif. Elle est purement consultative, mais il faut y passer et on ne peut être assisté d'un avocat et la personne donne des explications. Voilà pourquoi j'ai dit ça, voilà ce qu'on me reproche. Et l'avocat peut expliquer pourquoi un arrêté d'expulsion serait dans ce cas-là complètement excessif. En urgence absolue, on squeeze la COMEX, c'est directement dans l'avion. Sauf que le Code de l'entrée et du séjour du droit d'asile exclut le recours à la procédure d'expulsion d'urgence absolue pour une personne qui était dans la situation de M. Dwalin, avec un titre de séjour de plus de 10 ans, père de Français, conjoint de Français. Ce n'était pas légalement possible. Du coup. Ah oui, complètement. Il a recouru. C'est plus qu'un vice de forme, c'est un vice de procédure et même un détournement de procédure. Voilà, c'est beaucoup plus grave. Mais en tout cas, il est clair qu'il pouvait recourir à la procédure d'expulsion. Mais il fallait passer par la commission de l'expulsion. Il n'a pas voulu pour aller trop vite. Donc, il le prend par la peau du dos et il le met dans un avion juste à temps pour le 20h. Sauf que l'Algérie, qui ne cherche jamais rien d'autre que de pouvoir contrarier la France, les autorités algériennes ont refusé l'arrivée de Dwalin. Je suppose que sa défense avait déjà averti les autorités algériennes en disant à la France « Mais écoutez, M. Dwalin a été expulsé tellement vite qu'il n'a pas pu, il a déposé un recours en référé contre cet arrêté d'expulsion qui devait être examiné le 29 décembre. Il ne peut pas exercer ce recours, vous l'envoyez si trop vite, vous ne respectez pas ses droits. » Et en plus, nous on a lu le CESEDA, on sait que l'arrêté en question il est illégal. Et vous savez qu'il est illégal et c'est pour ça que vous l'avez renvoyé en urgence pour que le référé soit moot, comme on dit en anglais, c'est-à-dire soit devenu sans objet.
Donc, nous refusons de le reprendre, vous le renvoyez vers la France. Et il faut savoir que quand il y a un refus d'entrer sur le territoire, ça c'est les conventions internationales sur le transport aérien qui le prévoient, la compagnie aérienne est obligée, à ses frais, de reprendre la personne sur un de ses vols à destination du pays, et sinon elle encourt de très très lourdes amendes. Donc, Doualem ayant été refilé en Algérie, il retourne en France. Et donc la catastrophe, Bruno Retailleau, plutôt le préfet de l'Hérault, parce que l'arrêté d'expulsion, l'arrêté d'expulsion est signé par Bruno Retailleau en personne, parce que les arrêtés en urgence absolue, c'est la compétence du ministre de l'Intérieur uniquement. Par contre, le préfet de l'Hérault, mais je pense que la ligne de téléphone a chauffé entre la place Beauvau et la préfecture de l'Hérault, a pris en catastrophe non pas une, mais 2 OQTF, donc retirant le titre de séjour. Et non, mais ne retirant pas d'ailleurs le titre de séjour, il ne pouvait pas, il venait de lui rendre. Mais disant, puisque vous n'avez plus de titre de séjour à cause de l'arrêté d'expulsion, vous êtes obligé de quitter le territoire et nous vous plaçons en centre de rétention. Donc, à son arrivée en France, il est placé en rétention au fameux centre, au double centre du Mesnil-Amelot. Et c'est là que ça devient merveilleux, parce que donc les avocats de Doualem réussissent à faire suspendre l'arrêté d'expulsion en référé et font un recours contre les 2 OQTF. Je n'ai pas trouvé d'explication fait qu'il y a eu 2 OQTF qui ont été prises coup sur coup. Ça n'a aucun sens, mais après ça, le préfet peut en prendre autant qu'il veut. Peut-être espérait-il que les avocats ne feraient un recours que contre une seule des 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, les avocats ont bien fait leur travail. Ils ont fait des doubles recours devant le tribunal administratif de Melun. Et là, ça vient de la poésie. C'est un de ces moments où, quand on fait du droit des étrangers, on peut lâcher un beau chais à l'égard du gouvernement. 2 fois. Parce que le tribunal administratif de Melun dit, mais monsieur le ministre, monsieur le préfet en l'occurrence, et à travers lui, monsieur le ministre, monsieur le préfet de l'Hérault, vous avez pris une obligation de quitter le territoire sur la base d'un retrait de titre de séjour résultant de l'arrêté d'expulsion. Mais dans le CESEDA, il y a un nouvel article qui vient d'être voté tout juste, c'est l'article L432-12, qui dit que le OQTF ne s'applique pas aux personnes qui sont frappées d'une expulsion. À partir du moment, si le retrait du titre vient d'une expulsion, c'est que la procédure d'expulsion qui s'applique, ce n'est plus la procédure d'OQTF. Et c'est un article qui a été voté il n'y a pas longtemps, le 24 septembre dernier, la loi Darmanin sur la maîtrise de l'immigration. Et les avocats, les juges administratifs, les juristes sont de grands taquins, vous allez voir. On allait regarder un peu, tiens, cet article L432-12, d'où il vient. Eh bien, il vient d'un amendement adopté au Sénat, par la commission des lois du Sénat. Et à l'époque, qui était le président du groupe LR au Sénat? C'était Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, il siégeait dans la commission des lois du Sénat. Et là, on a eu un moment, mais presque de poésie. LCP, la chaîne parlementaire en France, a fait du fact-checking et ils sont allés regarder la vidéo de la réunion de la commission des lois. Eh bien, à la réunion de la commission des lois où cet amendement a été examiné, Bruno Retailleau était présent et Bruno Retailleau a levé la main pour adopter l'amendement qui créait l'article L432-12 qui excluait l'application de la procédure d'OQTF en cas de procédure d'expulsion. Vous voyez, il y a de temps en temps ce retour de karma qui est absolument magnifique, qui a fait rire aux éclats, en tout cas, pas mal d'avocats en France. Et Bruno Retailleau a voté la loi qu'il a violée lui-même et dont aujourd'hui, il vient pleurnicher sur les plateaux télé pour en regretter l'application. Voilà, c'est heureusement qu'on a ces moments-là de temps en temps. C'est complètement fou. Et que ça soit clair, encore une fois, c'est absolument pas un soutien aux propos qui ont été prononcés ou même à la personne en question. C'est juste de voir que, pour revenir à la question de l'émission sur ces fameux droits des étrangers, que même lorsque les lois sont là et elles ont été votées par le ministre, finalement, elles ne sont pas respectées. Et on se rend compte que la France, du coup, le ministre de l'Intérieur, a eu d'abord une leçon de droit par l'Algérie, qui a bien profité de l'occasion, soyons clairs. De toute façon, il y a eu d'autres... Raison. Bien joué. Ouais, exactement, il y a eu d'autres affaires avec ces influenceurs et d'autres expulsions
compliqué, et donc il y a une vraie tension à ce niveau-là entre la France et l'Algérie. C'est clair, donc il y a eu une première leçon, et puis il y a une deuxième leçon au niveau du tribunal administratif, et donc effectivement, c'est pour ça il fallait le souligner aujourd'hui, se dire que voilà, le ministre lui-même, qui a en plus, je ne le savais pas, levé la main pour valider cette loi-là, en fait, ne sait pas ou ne l'applique pas, et en fait, c'est la preuve que et les circonstances sont tragiques aujourd'hui, oui, mais c'est la preuve que le seul enjeu aujourd'hui autour des étrangers, et c'est pour ça que c'était notre devoir de sentinelle d'en parler, c'est la politique. Ce n'est pas le droit, ce n'est même pas des considérations économiques, hein, vous nous en avez même parlé, mais ce sont des considérations politiques, et puis c'est tout. C'est extrêmement troublant, mais c'est un parallèle parfait avec ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'en tant que sentinelle, vous devez avoir l'information que je me fais un plaisir de vous donner. Ne croyez pas, évidemment, je sais bien que vous ne m'avez pas attendu pour être méfiant à l'égard des discours des politiques, mais là, vous avez la preuve qu'un politique, il est quand même ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il a un cabinet d'une bonne quarantaine de personnes qui sont là pour lui apporter les compétences techniques et juridiques sur tous les points. Donc, il n'est pas dans son coin. Et quand il va sur un plateau pour dire les règles sont mauvaises, il faut les changer, il ment. S'il n'y a pas d'autre mot, il vous raconte n'importe quoi. Est-ce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis ou est-ce qu'il a fait exprès? Je pense, mon intime conviction, c'est qu'il s'est pris les pieds dans le tapis, qu'il a voulu aller trop vite et il n'a pas réfléchi aux conséquences. Mais donc, maintenant, pour ce qui est de Doualem en particulier, je pense que s'il avait respecté, et il peut encore le faire, il avait respecté la procédure d'expulsion de droit commun, il n'est pas certain. Bon, il y a quand même cette situation personnelle et familiale qui doit être prise en compte. Je ne sais pas s'il aura un avis défavorable ou favorable à son expulsion. Peut-être que ça n'aboutira pas, mais je ne serais pas surpris que dans ces cas-là, vu la violence des propos qu'il a tenus et la sensibilité du sujet, il n'est pas impossible qu'il se prenne malgré tout un arrêté d'expulsion, ce qui serait très triste pour ces enfants qui n'ont rien demandé et qui n'auront plus leur père à côté d'eux. Mais voilà, en tout cas, c'est parfaitement possible. Et entendons-nous bien, il est possible légalement en France d'expulser quelqu'un dans une situation proche de M. Doualem. Mais à une condition, c'est de respecter la loi et de voir que les juridictions tiennent encore bon. Eh bien, ça reste une bonne nouvelle, c'est rassurant. Ouais. Ce qui est par contre vraiment regrettable, c'est qu'il y a eu une communication officielle du tribunal administratif de Melun, puisque évidemment nos amis d'extrême droite se sont jetés sur le tribunal, évidemment les traitant de bobos wokistes et de gauchistes. Bon, franchement, faut vraiment jamais avoir mis les pieds dans un tribunal administratif pour traiter un juge administratif de gauchiste. Hein. Non, mais ils sont légalistes et quand on leur donne un arrêté qui ne respecte pas clairement la loi, enfin il n'y a aucune interprétation possible là. Il suffit de regarder ce que dit la loi, ce que dit l'arrêté, ce n'est pas compatible. C'est un arrêté qui est manifestement illégal. Eh bien, le personnel du tribunal administratif s'est pris des menaces de mort. Il y a eu des noms qui sont sortis sur les réseaux sociaux pour dire ça doit être lui, le magistrat en question, alors que la personne en question n'était pas magistrat mais greffière, mais évidemment avait un nom à connotation étrangère. Donc voilà, c'est un vaste complot. Et ils se prennent des insultes, des menaces de mort pour avoir appliqué la loi. L'extrême droite nous montre son vrai visage. Cessons de prendre l'air surpris quand ensuite arrivé au pouvoir et dire comment, mais ils sont vraiment d'extrême droite. Voilà les méthodes qu'ils ont aujourd'hui. Il n'y a aucune raison, et on le voit de votre côté de l'Atlantique, que ça change si un jour, par malheur, ils devaient arriver au pouvoir. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire sur le respect de la loi pour tous. C'est vraiment extrêmement important parce qu'on voit que lorsque l'extrême droite, dans le cadre de Trump ici, revient au pouvoir, la première chose, c'est de dire que les lois ne s'appliquent pas à lui, qu'il peut prendre des décisions et des interprétations personnelles. Et comme on l'a fait en première partie d'émission, en fait, d'essayer de couper au maximum cette branche-là en renvoyant des procureurs, en renvoyant des inspecteurs généraux, etc., etc. Cher maître, je vais vous remercier de votre intervention. C'est un sujet extrêmement complexe et je suis persuadé
Je suis persuadé qu'on y reviendra. En plus, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que vous aviez des expériences personnelles à ce niveau-là. Et donc, je trouve que ça rajoute toujours au propos Oui. lorsqu'on arrive à cette dimension. Oui, je vous laisse la parole. Vous savez, c'est l'usage à la fin, la parole à la défense. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais j'allais rebondir sur ce que vous dites, parce que oui, le droit des étrangers est un vivier inépuisable, et je pense qu'on aura aussi l'occasion de faire des émissions sur une branche très particulière et qui me tient aussi très à cœur, c'est celle du droit d'asile. Ouais. Parce que là aussi, c'est clairement dans le collimateur aussi de l'extrême droite, parce que depuis, encore une fois, depuis Nicolas Sarkozy, euh, c'est traité comme de l'immigration. Avant, l'OFPRA, l'agence qui gère ça, relevait du ministère des Affaires étrangères, ce qui avait du sens. Elle est passée sous la coupe d'abord du ministère, ce qu'on appelait le M3I, l'infâme ministère de l'intégration, de l'immigration et de l'identité nationale, avant de repasser sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Et le droit d'asile est traité comme un des chapitres possibles d'entrée des étrangers en France. C'est quelque chose de complètement différent, complètement autonome, et que c'est un droit qui est le plus attaqué actuellement. Quand des gens risquent leur vie et celle de toute leur famille sur un cercueil flottant pour traverser la Méditerranée, Mhm. ce n'est pas parce que le Doliprane est remboursé en Ouais. pharmacie, ce n'est pas Non. parce qu'il y a des allocations familiales auxquelles les étrangers sans papier n'ont pas droit, Mhm. c'est qu'ils fuient quelque chose de bien plus grave que ça, Bien et sûr. c'est quelque chose que nous devons comprendre et que nous devons respecter. La France a toujours dans son histoire été une terre d'asile. Elle le devient de moins en moins et les étrangers en prennent compte, ce n'est plus une destination. Et c'est terrible ce que la France est en train de s'infliger à elle-même depuis plusieurs années en fermant les lycées français, en fermant les alliances françaises, en refusant des visas aux étudiants étrangers. C'était un soft power énorme que nous avions, la culture et la langue française. Et à force de traiter les étrangers en ennemis, eh bien, les étrangers ne vont plus nous considérer comme étant leurs amis. Et si la France ferme portes et fenêtres, quand on n'aère pas une Ouais, pièce, ça sent très vite le moisi. oui, et puis c'est d'autres pays qui vont récupérer cette forme de soft power, comme la Chine, par exemple, qui se positionne dans plein de pays à ce niveau-là. En tout cas, c'est un sujet passionnant et c'est certain, oui, on en reparlera très vite. Donc, je veux encore une fois, j'ai vu passer des tas de messages je vais être jaloux, hein, si ça continue. Je vais passer des tas de messages remerciant Maître Eolas et vous félicitant de la clarté des informations et de tout. Donc, ben voilà, je suis obligé de me joindre au cœur. Non, en plus, vous le savez, c'est complètement sincère. On va essayer peut-être de se parler le week-end prochain. Je vais communiquer Oui, avec vous. On va essayer de voir ça. J'ai vu que bien sûr. pendant que j'étais là, j'ai mon producteur qui m'a appelé 3 fois. Donc j'imagine qu'il essaye de m'appeler. Donc je vais vous laisser aller, cher maître. On se reparle. Je vais laisser la parole à Cody qui va conclure en remerciant tout le monde. Je vous donne rendez-vous, je reste là pendant que Cody conclut, mais on se retrouve demain aux horaires habituels, donc qui est 21h en France, 15h au Québec, et on va parler de James Bond et de Donald Trump, l'espion qui venait du froid. Point d'interrogation, il y aura du Musk aussi, puis on va essayer de vous mettre un journal des vaguelettes, des castors, des sentinelles et aussi notre œil sur les réseaux. Merci encore, cher maître. Cody, je te laisse la parole. Entre Maître Eolas et David le Castor, on n'est plus rien, nous. Non, on n'existe plus. C'est fou. On n'existe Une plus. émission, En émission, on a été remplacé. plus rien. Ouais. Merci, vraiment merci à tout le monde encore une fois pour une superbe émission, une superbe participation dans le chat. Merci beaucoup. On est à 5 pouces, 5 des 500. Donc je compte sur vous le temps qu'on termine les remerciements d'avoir atteint cette barre des 500. Ce serait vraiment super. Donc, merci à Véro qui est dans le chat avec nous ce soir, à l'aise, Marie-Ange, Entreplume, il y a tout le monde, Thierry, Isabella, il y a tout le monde. Ouais, merci tout le monde. Beaucoup.
Merci Montréal. Merci tout le monde. Thomas, tu pourrais passer sur les super chats, comme ça on peut remercier les gens qui nous soutiennent d'une manière pour qu'on soit là, émission après émission, comme Annie. Merci, longue vie à la résistance. Et oui, vous avez un nouvel emoji pour la résistance. Vous avez la vaguelette et maintenant David le castor. Merci à l'heure du Sud. C'est il le fait bien. Je lui ai pas dit j'étais pas pressé. Il le fait très bien. Merci à l'heure du Sud. Merci Marie-Claude Beauchemin. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci également à Pierre, à Martine, à Stéphane, Isabelle, Désil, Mamie Nanou. Allez, Thomas un petit peu peut-être. Allez hop, vas-y Thomas. Merci beaucoup Lady Wu. Robert depuis le Québec. Merci Marie-Ange, Richard, notre ami. Merci beaucoup Marie, Micheline et Olivier. Allez Cody, à toi. On continue avec Danilou. Merci également à Mathis et Isabelle, un doublé de la Suisse. Marie-Ange, merci. On continue avec un énorme merci pour Marie-Sergent, merci comme beaucoup, d'habitude. Marie. Merci beaucoup également à Thierry. Merci Johan pour ton soutien. Isabella. Merci Isabella. Merci beaucoup aussi J-Seb depuis le Québec. Merci aussi à Marc. Claude qui est passé plusieurs fois, comme à chaque fois, y compris avant l'émission. Merci. On retrouve aussi Nathalie. Merci beaucoup. Maria depuis la Grèce. Très bien. Et Guillaume, merci beaucoup. Maître du temps de retour pour la conclusion. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour Bruno. Merci beaucoup. À demain. Merci tout le monde. En tout cas, merci de tout le monde. Je suis un petit peu désolé de précipiter tout ça, mais il faut absolument que je prenne cet appel-là. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 21h pour maintenant 21h, 15h au Québec. Passez un bon fin de samedi. Bonne continuation. C'était maintenant Sentinelle, une présentation de Maintenant, de maintenant. voilà. À très vite. Merci à tout le monde. À demain. Prenez soin de vous. Bye bye.